RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RCN dans votre émission Les Masques Tombent qui parle de la culture et de la vie associative sur la métropole du Grand Nancy. Et nous sommes dans une émission spéciale soutenue par la DILCRA sur la thématique de la lutte contre la haine anti-LGBT. RCN, les masques tombent. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis entouré de deux personnes. À ma droite, Yannick, qui est donc bénévole pour l'association Equinox. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, nous avons Quisqueya, je le prononce correctement, qui est réalisatrice, entre autres, de la série Extra Nostro. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux de vous être joints à nous pour cette émission. Je propose déjà qu'on commence par peut-être faire un tour de table sur expliquer donc qui vous êtes et qu'est-ce que vous représentez. Je me tourne vers toi directement, Yannick, pour Equinox. Donc Equinox, c'est le centre LGBTI+ de Nancy. Nous avons plusieurs actions qui sont proposées et qui sont proposées aux bénévoles ou auxquels les bénévoles participent. Alors par exemple, nous avons une commission asile qui permet de suivre les personnes en demande d'asile et qui viennent de pays où lorsqu'on est LGBT, eh bien, ça peut poser de gros soucis. Et quand j'ai de gros soucis, ça peut être éventuellement la mort. On a une commission trans pour les personnes qui cherchent des conseils pour toutes les personnes qui sont concernées par la transidentité. On a une commission éducation avec des actions qui sont menées en milieu scolaire. Et dans puis, laquelle tu es, du coup dans laquelle je suis, tout à fait. On en parlera tout à l'heure plus en détail. Et puis, on a une commission culture pour tout ce qui est convivialité. Et surtout, on est le plus connu pour organiser la fameuse marche des fiertés chaque mois de juin dans les rues de Nancy pour animer, pour faire la fête un petit peu et puis pour rendre visible l'ensemble des identités LGBTQIA+. Et donc à ma gauche, Quisqueya, donc on va dire plusieurs casquettes, on va dire artiste pour parler au sens large, et donc réalisatrice de la série Extra Nostro. Oui, donc moi je suis réalisatrice de fiction. Je le précise parce que c'est un peu un choix aussi par rapport à ce que je veux passer, les messages et la façon dont je veux le faire passer. Et donc j'ai réalisé cette série Extra Nostro au départ, donc il y a quelques années avant Covid. Et c'était en autoproduction, donc j'avais fait 3 petits épisodes d'une dizaine de minutes que j'ai mis sur YouTube parce que justement c'est un sujet qui est pas, enfin le profil de mes personnages principaux sont pas souvent à l'écran, et donc c'était un projet un peu difficile à défendre, surtout à ce moment-là, et je savais qu'il fallait que je prouve que voilà que c'est quelque chose qui intéresse des gens, qui peut parler et pas seulement aux personnes concernées directement. Et depuis, le projet a quand même évolué et donc là maintenant je suis un peu plus entourée de production et donc bientôt je vais rentrer en préparation de tournage et voilà, je pourrai en parler un peu plus. Très bien. Je propose qu'avant de rentrer plus en détail, on écoute déjà un premier extrait musical que tu as choisi, Yannick, pour le coup. On en parle juste après, on s'écoute Clarica, Les garçons dans les vestiaires. RCN, les masques tombent. Mais que font donc les garçons dans les vestiaires ? C'est un excellent choix de musique, ça, Yannick. N'est-ce pas ? Eh bien oui, en fait, l'idée, c'était aussi un petit peu d'avoir une chanson à la fois sur le côté un peu fantasme, évidemment, quand on est homo, ce sont les garçons qui nous attirent, mais aussi, quand on est une femme hétéro, ça peut être aussi, ou bi, ça peut être les hommes qui nous attirent, et en même temps, derrière cette chanson, il y a un peu la question de l'identité de genre, et un peu de ce qu'on attendrait de la masculinité. Et c'est un des sujets notamment qui est assez récurrent lorsqu'on fait des interventions en milieu scolaire. Justement, entre autres, vous, donc, à Equinox, vous faites des interventions en milieu scolaire auprès des jeunes publics, mais pas que. Ça tend à être, par exemple, des formations aussi. Qu'est-ce que ça peut être, ce genre d'intervention, alors ? Alors, en fait, on a 4 types d'interventions. On a une intervention assez classique sur c'est quoi les orientations sexuelles et les identités de genre, comment ça se croise dans les questions LGBTQIA+, qui correspondent chacun à à des mots, lesbiennes, gays, bisexuels,
transgenre et intersexe pour le I, ou asexuel. Ça fait beaucoup de vocabulaire et justement, eh bien, on a une intervention sur ce sujet-là pour voir qu'est-ce que ça recouvre comme réalité. Ensuite, on a une intervention simplement sur, alors je vais dire simplement, sur la longue histoire des discriminations et comment les discriminations LGBT, elles se croisent aux autres discriminations. Je pense qu'avec l'autre intervenante, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a une intervention encore sur la question du consentement. On l'a fait notamment par exemple au BTS Pigier à Nancy avec les étudiants où on s'est rendu compte que malgré leur âge, 19, 20 ans, malgré aussi on pourrait dire une génération autre, eh bien ces questions de consentement, elles n'étaient pas si évidentes que ça. Et donc derrière la question du consentement se pose aussi la question des VSS, ce qui veut dire violence sexiste et sexuelle. Ça, c'est un des gros sujets liés au consentement. Et enfin, une intervention qui peut être faite sur la santé sexuelle. Là, on va dire aussi un peu un classique. Alors, la question du sida, mais pas que. Il n'y a pas que le sida qui est transmissible sexuellement. Il y a d'autres maladies ou infections. Oui, on reviendra justement sur le contenu de cet atelier puis le rapport avec le public, mais je me tourne maintenant vers Kiskia qui, au-delà de la série, on en parlait en off, mais vous proposez également des ateliers d'écriture. Ouais. En fait, oui, c'est soit des ateliers simplement d'écriture où on en reste au scénario, ou alors parfois vraiment un atelier de cinéma dans lequel on va faire vraiment du A à Z, un petit film, depuis l'écriture, la préparation, puis le tournage. Et c'est toujours un peu dans l'idée pour moi qu'il y a beaucoup de façons, différentes façons complémentaires d'ailleurs, de sensibiliser, de toucher, d'éduquer. Et donc il y a tout ce que les gens qui travaillent dans le social font, qui est énorme, et puis ce que les politiques devraient faire et il y a ce que les artistes peuvent faire, et donc c'est vrai que c'est passé par la voie de la narration, de l'histoire, de l'identification, de la représentativité, tout ça, c'est quelque chose qui est assez puissant et assez efficace, et pour différents publics en fait. Et c'est des thèmes justement qui sont abordés dans la série Extra Nostro, ces questions de représentation, ces questions d'identité. Alors elles sont plutôt représentée à travers la série que dans la série, c'est-à-dire que ce n'est pas le sujet de la série et l'idée n'est pas d'en faire une série didactique, mais simplement de faire exister des profils qu'on voit jamais quasiment dans les fictions, et de les faire exister, montrer qu'elles sont légitimes et qu'elles vivent finalement ce que tout le monde vit, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, le travail, les collègues, enfin tout ça. Donc c'est vraiment ça, c'est à travers la série, c'est créer une visibilité, une représentativité, mais pas en faire un sujet comme si c'était des extraterrestres ou des gens à part ou différents en fait. Alors justement, parlons-en de cette série donc autoproduite, c'est ça La base maintenant plus. La base maintenant, la prochaine sera ça un sera peu plus un grand plus de travail en tout cas. En tout cas à une autre échelle. Et justement, donc on suit le quotidien d'un groupe de collègues, c'est ça qui en fait discutent de tout et de rien, et entre autres de leur sexualité. Alors ça, c'est ce qui effectivement actuellement sur YouTube, on est plus dans le cadre du travail. C'est un peu décalé sur l'écriture maintenant de ce qui va être tourné l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir, c'est une série chorale comme on dit, donc on suit plusieurs personnages différents, plusieurs identités, plusieurs caractères, et ensemble, effectivement, en suivant ce petit groupe d'amis, et on va les suivre à travers leur intime, donc dans les relations sexuelles, amicales, amour et famille. Et puis dans le monde du travail, et là maintenant, le décor principal va être dans le monde de la nuit, dans une boîte afro-queer qui s'appelle l'Afro Queerness Club d'ailleurs. Clin d'œil du coup. Voilà, exactement. Et c'est vrai que là, c'est là que une grande partie de la série va se passer, parce que on sait que dans le monde de la nuit, tout est un peu plus extrapolé, plus visible, plus dynamique, plus dynamique et tout ça. Et donc il va effectivement beaucoup se passer de choses là-dedans, au niveau relationnel, au niveau aussi des objectifs de chaque personnage. Donc on suivra les mêmes personnages alors dans la prochaine série ? Plus ou moins les 3-4 principaux sont les mêmes, mais il y en a beaucoup. Comme maintenant le format est plus grand, ça permet d'avoir plus de personnages. Donc en fait, il y a un peu plus de personnages. Et même au niveau de, entre guillemets, la diversité, je trouvais que c'était afro-queer, c'est l'objectif que les personnages principaux soient noirs, afrodescendants et queer.
LGBTQIA+, mais j'avais envie parce que finalement tous les combats sont les mêmes et donc déjà il y a toutes les identités sexuelles, tous les genres, et aussi voilà, il y a des personnages asiatiques, des personnages maghrébins, des personnages voilà, parce que finalement on se bat tous pour la même chose, tant qu'à faire, si j'ai un pied dans la porte je fais rentrer les autres aussi, quoi. Justement, ça peut concerner plein de gens, il n'y a pas de barrière d'ethnie, il n'y a pas de barrière au milieu de tout ça, en fait. Non, c'est juste que pour l'instant, à l'écran, c'est on va dire une ethnie majoritaire qui est à l'écran, donc les autres doivent encore un peu se battre pour y être, mais à la base, nos vies sont pareilles, quoi. Et voilà. Est-ce que c'est plus compliqué, justement, en tant que descendant africain, de se représenter dans cette communauté, en fait? Oui, c'est très compliqué parce que déjà, ce qui se passe, c'est que la colonisation a amené l'homophobie en Afrique et c'est resté et c'est très concentré. Donc en fait, déjà, c'est très difficile de vivre en tant que personne LGBTQIA+, dans des familles africaines, noires de façon générale, à cause de l'histoire. Et comme en plus, on n'est jamais représenté, en tout cas de façon positive, du coup, c'est doublement compliqué, quoi. Justement, ça peut être aussi une barrière parfois pour des jeunes que vous accompagnez ou autres, des questionnements de à partir de quand on a le droit, à partir de quand on se sent légitime. Tout à fait, c'est aussi une question pour notre association, c'est même, j'ai envie de dire, un objectif, à savoir diversifier les personnes qui sont dans l'association et qui sont aussi à des postes un peu importants, que ce soit dans les commissions différentes que j'ai citées, ou même dans le conseil d'administration. Alors avec le dernier conseil d'administration, on a un peu plus de diversité qui est apparue avec bien des personnes noires qui ont intégré le CA, mais clairement c'est un sujet qui doit encore sur lequel on doit travailler, parce que je vais le dire comme ça de manière un peu brute, mais nous actuellement les personnes noires, ça va être des demandeurs d'asile essentiellement qu'on accompagne. Donc par exemple là actuellement en 2024 on a accompagné 58 personnes en demande pour l'OFPRA, 36 requérants qui demandaient un recours à la CNDA, et on a obtenu 27 statuts de réfugiés pour ces différentes personnes, ce qui veut dire que même si on accompagne quasiment une centaine de personnes, il y en a environ une trentaine qui ont véritablement à la fin un statut. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Mais d'une certaine manière, ce sont des personnes qui sont venues ici en France pour être protégées. Et par contre, est-ce qu'on prend vraiment bien en compte les personnes qui sont déjà en France, qui sont déjà là et qui vivent leur vie de LGBTQIA+, j'ai envie de dire tous les jours, leur vie queer tous les jours? Là, je pense qu'à mon avis, il y a encore des efforts qui peuvent être faits, en effet. Et justement, ça fait partie aussi des actions que vous menez à Equinox. On parlait du pôle éducation, du pôle asile, qui sont du coup très importants et qui font tout un travail de médiation, si on peut appeler ça comme ça. Mais il y a également plein d'autres actions qui sont menées par Equinox. On en parlait, mais par exemple des cafés littéraires. Il y a des projections qui sont organisées, des conférences, des tables rondes et surtout, on en parlait, donc la marche des solidarités, qui est quand même un événement, on peut le dire, phare de Nancy, en tout cas qui anime les rues auprès de tout le monde en juin. Tout à fait. Et là où justement, là où on voit un petit peu plus de diversité à ce moment-là, justement, je trouve que ça, c'est des moments importants. Et j'aurais envie simplement d'inviter les auditeurs à nous rejoindre, parce que déjà, il y a une permanence, en effet, chaque samedi après-midi, ouverte à tous et toutes, à Equinox, donc dans le nouveau local qui est situé à côté du Saint-Sébastien, rue des Ponts. Et donc dans un ancien restaurant, donc un espace bien ouvert et aussi accessible, c'était l'un des critères pour notre association, aux personnes en fauteuil roulant, parce que quand on parle de diversité, c'est aussi la question du handicap, handicap et LGBT, c'est tout un autre sujet, un gros sujet. Souvent on parle d'intersectionnalité, c'est-à-dire de fait que certaines personnes vont combiner plusieurs discriminations parce que d'un côté, elles sont en fauteuil roulant et donc elles n'ont pas accès à l'ensemble des espaces, et de l'autre côté, elles peuvent être LGBT et être discriminées sur d'autres versants de leur vie.
Et justement, le nouveau local permet cela. Et en effet, on a différents rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va avoir des cafés littéraires, où on va échanger autour de romans. Simplement, ça peut être l'occasion de partager, on va dire, ces lectures. On a même une bibliothèque où on peut emprunter des romans LGBT. C'est aussi parfois la possibilité de pouvoir s'assumer un peu mieux, parce que quand on lit une histoire, quand on regarde une série, quand on regarde un film, tout d'un coup, on se dit « Ah oui, moi aussi, je suis concerné et je me sens à l'aise ». Et puis, on a aussi des événements comme des projections, où là, dernièrement, on avait fait une journée complète d'études autour des archives LGBT, parce que les LGBT ont une histoire parfois négative, on parle de discrimination, mais aussi une histoire positive, l'histoire des amours, l'histoire de la libération, l'histoire de la fête, on parlait du monde de la nuit, et tout simplement, il y a un centre d'archives qui est en train d'émerger à Paris, qui rassemble l'ensemble de ces collections, et l'idée c'était d'aller dans les centres LGBT pour leur dire « vous avez aussi des affiches, des flyers, des archives qui peuvent être intéressants et qui montrent comment à Nancy, ces questions ont évolué. À savoir que l'association fête ses 18 ans cette année, donc c'est déjà... ça y est, les majeurs. Exactement, c'est déjà pas mal. Mais avant l'association Equinox, évidemment, il y a eu d'autres associations qui ont commencé le chemin dans les années 90, on va dire ça comme ça. Et puis des lieux aussi LGBT qui ont parfois disparu, hélas, j'ai envie de dire, du paysage, mais qui ont été importants pour les personnes, pour permettre petit à petit de s'émanciper. Je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale et on s'écoute un extrait dont on parle juste après, que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. RCN, les masques tombent. Nous sommes toujours dans notre émission spéciale Les masques tombent et nous sommes toujours avec nos deux invités. Nous venons d'écouter donc Dope Saint-Jude, qui est une artiste dont vous avez choisi un titre aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc Dope Saint-Jude, c'est une artiste femme lesbienne d'Afrique du Sud que j'ai découverte ici à Nancy, à l'autre canal, il y a quelques années. Et voilà, et là, elle parle de ce que c'est d'être une femme brown like me, okay. D'être une femme noire, brune, et en plus aussi porteuse de projet, que c'est pas toujours facile. Et voilà. Ouais. Et justement, donc c'est une musique, et ça faisait partie d'un des axes que je voulais aborder avec vous. Vous êtes une artiste. Je pense que la marche des fiertés a aussi une dimension artistique, parce qu'il y a de la musique, il y a du spectacle, il y a du déguisement, il y a plein de choses très festives, en tout cas tournées vers la fête, vers le rassemblement. Et est-ce que justement c'est important de l'utiliser, on va dire, à des fins peut-être un peu moins officielles, disons, de le traiter comme voilà, il y a des discriminations, il faut agir en tapant du poing sur la table. Est-ce que parfois c'est aussi une bonne manière d'amener les choses que de le traiter avec joie ou par la musique, en soulignant le positif par l'art, par la fête? Est-ce que c'est... Oui, après, c'est pas seulement amener le côté positif, mais c'est vrai qu'en général, les artistes parlent un peu soit d'eux-mêmes, soit de ce qu'ils se connaissent, soit de choses qu'on a envie de dire, d'exprimer. Et donc... c'est un langage assez personnel dans lequel aussi on peut se projeter en face. Et donc ça, c'est une autre phase. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a besoin de lutter par différents canaux. Et il y a quelque chose de plus... on va toucher l'empathie, la catharsis, tout ça avec les médias artistiques. Ouais. Et c'est important qu'il y ait ça à côté de choses plus, on va dire, peut-être théoriques ou plus sociales. Voilà. Parce que justement, il y a ce phénomène d'identification qui arrive, auquel on se dit, quand on écoute un morceau comme ça, on se dit ah bah là il parle de quelque chose qu'il a vécu ou qu'il ou elle a vécu, et ça fait écho avec moi, ce que je peux ressentir. Depuis qu'on est petit, on nous raconte des histoires, et en fait il y a quelque chose dans le fait de raconter une histoire qui amène les messages, qui amène la compréhension, qui amène l'éducation. Et je pense qu'on on aime toujours qu'on nous raconte des histoires, en fait. Et ça permet peut-être... Oui, j'allais simplement rajouter qu'il y a le côté festif dans les prides, mais chaque pride à Nancy, il y a un peu
un combat qu'on va mener un peu plus en particulier. Donc, il y a de la fête, il y a de la musique, c'est souvent l'été et donc c'est souvent l'occasion d'animer la rue, etc. Mais il y a aussi en effet, on va dire du militantisme parce qu'une association LGBTQIA+, un centre LGBTI, c'est à la fois un espace pour s'émanciper, un espace pour défendre ses droits et aussi un espace pour revendiquer. Et là, dernièrement, les questions, c'était notamment la question de la filiation des familles homoparentales et de la gestation pour autrui, tous ces sujets qui sont des sujets qui concernent les familles LGBT et tout simplement, ça, c'était un des sujets qui a été défendu lors de la dernière Pride. Donc, c'est aussi pour dire que oui, il y a de la joie et en même temps, derrière cette joie, il y a toujours quelque chose, on va dire, où on a quand même un petit peu un agenda et certains politiques nous disent si, on avance sur tel ou tel sujet et nous, on leur dit je crois pas que vous avez vraiment avancé sur le sujet. Alors, peut-être que vous pensez que vous allez y réfléchir, mais ça serait bien maintenant de mettre un cadre légal, d'avancer et de permettre à ces familles notamment de pouvoir avoir une vie un peu plus tranquille. Ouais. Mais aussi, derrière faire la fête, il y a surtout le droit de faire la fête. Et je pense qu'en fait, en soi, c'est un militantisme. C'est aussi pour ça, je pense que j'avais envie que ma série se passe en gros dans cette boîte, parce qu'il y a le droit de faire la fête, le droit de s'amuser, le droit d'être extravagant, le droit d'être fier. Et en fait, c'est ça, c'est pas toujours permis à tout le monde, ça n'a pas toujours été permis à tout le monde de faire la fête. Donc, c'est pas juste faire la fête pour oublier, c'est faire la fête pour affirmer, en fait. Bien aussi. Sûr. Oui, parce que souvent aussi, il y a des lieux où on peut se permettre de faire la fête et également parce que historiquement, les gay pride à l'époque, quand je reprends le terme du début, quand ça a émergé, c'était plutôt très contestataire. Il y avait une dynamique beaucoup moins festive, mais qui était plus très militante. Oui, c'est ça. Non seulement on peut faire la fête, et en plus on peut la faire de façon visible et on peut la faire dans la rue. Et la rue est à nous, en fait. Et c'est vrai, et pour continuer là-dessus, la rue est à nous, on peut parler de temps en temps de coming out. Le coming out, ça peut être la question de est-ce qu'on se tient la main quand on est deux hommes ou deux femmes, est-ce qu'on s'embrasse quand on est habillé d'une certaine façon, etc. Eh bien, ça, c'est un vrai sujet. Et oui, quand on fait la Pride, on peut y aller, on peut, on est dans un cadre safe. Mais ce qui serait encore plus fort, c'est que le cadre safe, en fait, il soit étendu en général. Je suis dans le bus, je tiens la main de mon copain parce que, voilà, je lui tiens la main. Est-ce que c'est possible ? Je peux vous le dire, j'ai fait une intervention en milieu scolaire où on a des jeunes qui nous ont dit, dans la classe, pendant qu'on était en intervention face à eux, qui nous ont dit on a vu deux mecs qui se tenaient la main et on a commencé à les insulter. On fait ah bon, quoi, qu'est-ce que vous me racontez, et personne n'est intervenu. Ça montre ce petit exemple-là, alors qu'on était justement en train de leur dire attention, il faut se comporter correctement parce qu'il y a des lois contre les discriminations qui interdisent exactement ce que vous êtes en train de dire que vous avez fait, et en plus vous osez nous dire que vous l'avez fait, un peu comme si vous étiez un peu fiers de l'avoir fait. Franchement, déjà, ne soyez pas fiers, et deux, le manque de réaction, le fait qu'il n'y ait pas de solidarité autour de ces personnes, là je trouve que ça montre que c'est cool d'avoir une Pride, mais moi, ce serait encore beaucoup plus cool si on pouvait simplement s'embrasser ou se tenir la main tranquillement, sans se dire « Oh là là, il peut y avoir des gens qui vont avoir un regard détestable » ou pire, dans l'exemple que je citais à l'instant. Est-ce que justement, on constate quand même une évolution plutôt positive de par les actions qui sont menées de manière artistique, par l'éducation, par... toute cette dynamique militante qui n'a cessé en vrai de progresser depuis longtemps. Est-ce qu'on constate aujourd'hui quand même une certaine évolution positive, aussi bien auprès de la jeunesse que dans la plupart des mentalités ? Alors, moi je dirais à l'intérieur oui, à l'extérieur non. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une très mauvaise période, on le voit, on l'entend, oui. Politiquement, je veux dire à travers le monde... que ce soit la misogynie, le racisme, la xénophobie, de façon générale, remonte. Donc là, on va espérer que c'est une passe et qu'elle va être courte.
Par contre, pour les personnes concernées, il y a peut-être des choses qui évoluent parce que justement, il y a des lieux qui existent, des safe places, il y a des mots qui existent, les gens peuvent commencer à se reconnaître, discuter, savoir plus ou moins où appeler, ou voilà, pas tout le monde, hein, il y en a qui restent isolés, mais je pense que comme les débats sont de plus en plus ouverts, pour les personnes concernées, il y a des choses qui évoluent directement, on va dire, mais après, dans la sphère publique, c'est compliqué, quoi, je trouve. Oui, et moi je rajouterais que, par exemple, pour donner mon exemple, bien moi dans ma famille ça se passe plutôt bien. Lorsque j'ai fait mon coming out, j'ai pas eu aucun, que ce soit mes cousins, mes oncles, mes grands-parents, etc., personne n'a surréagi. Alors, quelques étonnements éventuels, mais voilà, aujourd'hui, ça passe tout seul. Donc, je dirais que ça a un exemple. Voilà, moi, je suis un exemple où en intérieur, en effet, on voit que ça peut bien se passer. J'ajouterais aussi quand même quelque chose, c'est que, par exemple, moi, je donne des cours à des étudiants et je remarque que les étudiants sont aujourd'hui plus sensibilisés aux questions des VSS, des violences sexuelles et sexistes, parce que notamment, les combats féministes font avancer la cause LGBT. Donc, merci les femmes de vous être battues, notamment à travers MeToo et tout ce qu'il y a eu, notamment autour des actrices qui ont dit attendez, faut arrêter certains comportements, faut arrêter de nous représenter comme ceci ou comme cela dans les séries ou dans les films. Donc ça a fait évoluer le regard qu'on porte et sur les femmes mais aussi sur les LGBT, et je sens bien qu'aujourd'hui quand même, je parle au niveau notamment des étudiants, on a une prise en compte plus facilement de ces enjeux, même quand on parle d'autres choses, on sent qu'il y a quand même une sensibilité qui arrive. Alors oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, quand je parle de la mauvaise période, c'est plutôt la xénophobie, c'est de la haine, de la violence, de l'agressivité. Mais en fait, l'éducation, elle est quand même faite malgré tout. C'est-à-dire que maintenant, qu'on soit pour ou contre, si on peut être si pour on ou contre, comme ça, ouais. voilà. Mais les gens sont informés, les gens concernés sont informés, mais les autres finalement aussi. Et surtout, il y a des outils qui sont là. Et donc, par exemple, ma série, qui est avant tout un travail artistique et tout, mais c'est aussi un outil. Et donc, quelqu'un peut l'utiliser pour aller dans sa famille, pour dire, voilà, ce que moi je peux pas expliquer, regardez. Et ça, des outils, il y en a de plus en plus. Et donc ça évolue, ouais. Justement, et puis on parlait des dynamiques en général, typiquement la DILCRA qui a été formée, je dis le terme formé, il me semble que c'est ça, mais qui a été créée pour justement soutenir ces dynamiques, parce que ça a été reconnu que c'était une dynamique importante, et il me semble d'ailleurs qu'Equinox est soutenu en partie par la DILCRA. Alors, de la DILCRA, on reçoit des sous, notamment, par exemple, pour pouvoir embaucher une personne salariée. Alors, je vous ai dit un peu tout ce qu'on faisait, commission d'asile, commission éducation, organisation de la Pride, ça paraît pas, mais l'organiser une Pride, c'est faire la fête, mais il faut du coup un service de sécurité, il faut, pour l'After Pride, organiser avec l'autre canal, aller recruter les personnes qui vont pouvoir participer au show, etc. Donc, ça demande du temps. Et ce temps, quand on est bénévole, c'est pas toujours évident de le donner. Et donc là, on a eu une salariée depuis septembre grâce à la DILCRA, dont le salaire est financé par la DILCRA. Donc, merci. Ensuite, la DILCRA a donné aussi de l'argent pour la commission asile, justement pour l'accompagnement, puisqu'on l'a dit, c'est quelque chose qui demande aussi un savoir. Quand on dit on accompagne les personnes en demande d'asile, ça veut dire qu'on les accompagne juridiquement, qu'on les accompagne dans leur logement. C'est des accompagnements qui sont pas toujours évidents pour des bénévoles. Donc il y a des bénévoles, certes, mais il y a aussi besoin de professionnels, et donc on a des aides de la DILCRA par rapport à ça. Et puis enfin, surtout, je vous parlais d'un local plus accessible. Ça a été possible grâce à la DILCRA, qui a en partie financé la recherche et l'aménagement de ce nouveau local. Donc la DILCRA a une importance pour soutenir, parce que évidemment, comme je disais, les bénévoles ont des limites de temps et ne peuvent pas toujours s'investir autant qu'ils le voudraient ou qu'elles le voudraient. Donc, la DILCRA est assez essentielle. Et oui, c'est pas parce qu'on parle d'association qu'il ne faut pas envisager aussi tout le côté, on va dire, professionnel qu'il y a dans une association.
Merci pour ces témoignages. Je profite pour mettre en lien, dire en tout cas à nos auditeurs que donc on peut se rapprocher pour toute question, pour tout besoin donc d'Equinox, du centre qui est donc à Nancy. Si vous avez l'adresse exacte. Oui, tout simplement. Alors, j'ai envie de vous redonner, donc de vous dire, chaque samedi après-midi, on vous accueille dans nos locaux au 47 rue des Ponts à Nancy. Et puis, si vous voulez savoir ce qui se passe au centre LGBT, eh bien, vous mettez @centre LGBTI 54 sur Instagram. C'est vraiment sur Instagram qu'on va publier le plus régulièrement notre agenda avec tous les événements qu'on organise. Et puis, si vous voulez nous rencontrer dans un cadre un peu formel mais intéressant, eh bien, le mercredi 4 février, nous avons une AG, une assemblée générale, et cette assemblée générale, surtout, ça permet de savoir quelles ont été toutes les actions qui ont été menées en 2025, et puis aussi quels sont les objectifs qu'on se met pour 2026, 2027 et compagnie. Donc le mercredi 4 février à 17h30, venez à l'AG d'Equinox qui se déroulera au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Suivez également Kiskeya qui a donc une série de 3 épisodes disponibles sur YouTube. Ouais, et du coup Extra Nostro. Extra Nostro. Il y a un profil Instagram et ce qui est intéressant c'est que le tournage aura lieu en grande partie à Nancy. D'accord. Donc on aura besoin de figuration. Là on est un peu déjà en plein casting pour les personnages principaux, mais voilà, on va chercher de la figuration, on va chercher aussi des gens au niveau technique. Peut-être s'il y a des gens assistants ou même chefs de poste, à voir. En tout cas, contactez-nous. S'il y a des personnes LGBT, des personnes racisées, c'est avec un grand plaisir parce que, évidemment, c'est diversité devant la caméra, mais derrière aussi, si possible. Donc voilà, d'ici moins d'1 an, on sera en tournage à Nancy pour Extra Nostro. Donc suivez tous ces comptes sur Instagram et au-delà pour être au courant des prochaines actions. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission Table Ronde. Avec plaisir. Merci à la DILCRA de soutenir cette émission. Merci à Joris, notre technicien. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À très bientôt. RCN, www.rcn-radio.org